Pour la première fois dans l'histoire, une guerre ne fut pas menée par des rois, ni par des chevaliers, ni même par des hommes, mais par deux femmes. Deux femmes issues d'un peuple oublié, venues d'une terre petite, pauvre et réduite au silence sous le joug étranger. Elles n'avaient ni trône, ni empire, et pourtant, elles ont accompli l'impossible. Face à une armée de centaines de milliers d'hommes, elles se sont levées, et l'empire que l'on croyait invincible a tremblé. Ce n'était pas une simple bataille, c'était un cri si puissant que la Chine impériale voulut l'effacer de son histoire. Mais certaines pages, même brûlées, ne s'éteignent jamais. Au 1er siècle de notre ère, le nord du Vietnam fait partie de l'immense empire Han, la Chine impériale de l'époque. Pour la cour de Luoyang, cette région tropicale n'est qu'une colonie éloignée, riche en riz, en métaux et en main-d'œuvre. Le gouverneur Su Ding, mandarin envoyé par l'empereur, règne depuis la forteresse de Long Bien, non loin du fleuve Rouge. Sous son autorité, les lois chinoises remplacent les coutumes locales. Les impôts augmentent, les corvées se multiplient et la langue chinoise s'impose jusque dans les écoles. Les hommes sont enrôlés pour les guerres du Nord, les femmes envoyées dans les palais du Sud, les anciens dieux sont oubliés, les temples vietnamiens fermés, et quiconque ose désobéir est puni avec cruauté. Mais dans cette province écrasée, une région garde encore la mémoire de son identité. La vallée de Mélin, entourée de collines et de rizières. Là vit une famille noble du peuple viet. Le père, chef local respecté, protège les siens tant qu'il le peut. Sous son toit grandissent deux filles, Trong Trak et Trong Ni, curieuses, fières, sensibles à l'injustice. Elles entendent les plaintes des paysans, les cris des hommes battus et les prières étouffées des mères dont les fils sont partis. Peu à peu, la douleur de leur peuple devient la leur, et dans le silence de Mélin, deux jeunes âmes se préparent, sans le savoir, à changer le destin du Vietnam. Pendant des décennies, le nord du Vietnam a vécu sous la peur. Sous les ordres des gouverneurs chinois, les champs étaient taxés jusqu'à la dernière graine. Les paysans travaillaient pour nourrir un empire lointain. Les temples étaient profanés et les chefs locaux remplacés par des fonctionnaires venus de Luoyang. L'humiliation était devenue un quotidien silencieux. Mais parfois, une seule injustice suffit à enflammer tout un peuple. À Chu Dien, une province du Delta, vivait Thi Sach, un chef respecté, époux de Trong Trak. Courageux, instruit, aimé de son peuple, il osait réclamer la fin des abus, la baisse des impôts et le droit pour les Vietnamiens de gouverner leur propre terre. Le gouverneur Su Ding, homme d'une arrogance brutale, voit en lui un danger. Pour l'exemple, il ordonne son arrestation. Thi Sach est traîné à Long Bien, jugé sommairement et exécuté publiquement sur la place du marché. La nouvelle se répand comme le feu dans les villages. Les cloches ne sonnent plus, les femmes se couvrent le visage, et dans la maison de Mélin, le regard de Trong Trak change à jamais. Elle se tait d'abord. Puis, debout, au centre de la cour, elle prononce ces mots simples. « Si personne n'agit, nous ne serons plus qu'un souvenir. » Ce soir-là, elle convoque les anciens, les guerriers, les mères, les artisans. Sa sœur Trong Ni se tient à ses côtés, la main posée sur la garde d'un sabre. Les torches illuminent la vallée. Ce n'est pas seulement un serment de vengeance, mais une promesse de renaissance. Les jours suivants, des émissaires partent dans toutes les directions, vers Kuchan, Nat Nam et les montagnes du Nord. Chaque village reçoit le même message. Lever les armes, reprendre la terre, briser les chaînes. Les forgerons rallument les feux, les champs deviennent des terrains d'entraînement. Les hommes reforgent leurs épées, les femmes tressent des lances et préparent des pierres pour les catapultes. Les tambours battent à la tombée du jour, portant dans le vent le souffle d'une révolte qui grandit. Dans la plaine, des groupes de 10, puis de 100, puis de 1000 se rassemblent. On voit des drapeaux rouges ornés de symboles du soleil et de la lune. Les prêtres invoquent les ancêtres. Les enfants portent des jarres bénites pour purifier les armes. Les troupes chinoises, surprises par la vitesse du soulèvement, essaient de contenir l'incendie. Mais la révolte se propage comme une tempête. À chaque forteresse prise, les paysans rejoignent les rangs insurgés. Les routes deviennent impraticables pour les administrateurs Han. Les relais impériaux brûlent. Les fonctionnaires chinois abandonnent leur poste. La première grande bataille a lieu près de Hat Mon, non loin du fleuve Rouge. Les Vietnamiens, conduits par Trong Ni,
encerclent une garnison de plusieurs centaines de soldats Han. Sous les cris des tambours et des cors, les éléphants de guerre avancent. Le sol tremble sous leurs pas, les flèches pleuvent. Les soldats Han, incapables de manœuvrer dans la boue, sont balayés. Ce jour-là, le delta entier célèbre la victoire. Mais la guerre ne fait que commencer. Chaque vallée devient un champ de bataille. À Louis-Lahu, la citadelle impériale, les troupes Han tentent une contre-offensive. Les insurgés, dissimulés dans les rizières inondées, les laissent s'enfoncer dans la vase avant d'attaquer de tous côtés. Les cavaliers s'enlisent, les chariots se renversent, et les archers vietnamiens, cachés dans les palmiers, déciment les rangs ennemis. De victoire en victoire, la rébellion s'étend. En moins de 6 mois, 65 citadelles tombent. Les officiers chinois fuient vers le sud. Le nom de Suding devient synonyme de terreur et de fuite. Sur les collines de Mélin, les drapeaux flottent au vent, les tambours résonnent et les chants montent de chaque village. C'est plus qu'une victoire militaire, c'est une libération de l'âme. Les sœurs Trung ne cherchent pas la vengeance seules. Elles veulent rebâtir un royaume, rendre la dignité à un peuple qui avait oublié sa propre voix. Et lorsque Trung Trac monte sur son éléphant, brandissant une épée d'argent, le peuple acclame sa reine. Les flammes de la révolte sont devenues lumière. La flamme d'un peuple enfin debout. Lorsque les dernières garnisons Han sont chassées, le nord du Vietnam respire enfin. Après plus d'un siècle d'occupation, le peuple retrouve sa langue, ses coutumes et sa fierté. Au cœur de ce renouveau, 2 femmes, Trung Trac, la sage et déterminée, et Trung Nhi, la fougueuse et courageuse. Les habitants les acclament comme leur reine. Les chefs de clan, les anciens et les paysans viennent prêter serment. Trung Trac est proclamée souveraine du pays. Son trône est dressé à Mélin, au bord du fleuve Rouge, dans une cité où résonnent les tambours de victoire. Pour la première fois dans l'histoire du Vietnam, le pouvoir appartient à une femme et ce pouvoir est né du peuple lui-même. Elles reconstruisent ce que la domination étrangère avait brisé. Les temples des anciens dieux sont rouverts. Les coutumes vieilles revivent, les danses, les fêtes, les cérémonies de la moisson. Les messagers parcourent le pays pour unifier les provinces. La justice est rendue selon les lois locales et les impôts étrangers sont abolis. Sous leur règne, les femmes ne sont plus de simples spectatrices. Elles gouvernent, elles combattent, elles deviennent capitaines, juges et stratèges. Parmi elles, des noms deviennent légendaires. Lê Shan, Tan Tien, Phat Nguyet, Bat Nan. Des femmes fortes, nées du peuple, qui commandent leurs propres armées et protègent leur région. Pendant un court instant, le pays semble renaître dans une harmonie fragile. Le fleuve Rouge redevient symbole de vie et le mot « liberté » circule de bouche en bouche. Mais à Luoyang, la capitale de l'Empire Han, l'empereur apprend la nouvelle avec colère. Une province perdue et pire encore, gouvernée par 2 femmes. Pour la cour impériale, c'est une honte qu'il faut effacer. L'ordre est donné, reconquérir le territoire du Sud. Le général Ma Yuan, l'un des plus redoutables stratèges de Chine, reçoit la mission de rétablir la paix. Dans les faits, cela signifie ramener la région sous le joug impérial, quel qu'en soit le prix. Pendant des mois, Ma Yuan rassemble ses troupes. Des dizaines de milliers de soldats, des flottes entières descendent le long des côtes du sud de la Chine. Les forges de l'Empire tournent sans relâche. L'armée impériale se prépare à une campagne totale. Au nord du Vietnam, les sœurs Trung savent qu'elles ne pourront éviter la guerre. Elles fortifient les citadelles, organisent les routes, appellent les provinces à envoyer renforts et vivres. Les tambours de guerre résonnent de nouveau, mais cette fois, elles affrontent un ennemi plus nombreux, mieux armé et sans pitié. L'année 42 de notre ère, le ciel du nord du Vietnam est gris et bas. Le vent porte l'odeur du métal et de la pluie. Une nouvelle armée s'avance depuis la Chine impériale. Le général Ma Yuan, légendaire stratège de l'Empire Han, marche vers le sud avec des dizaines de milliers d'hommes. Des colonnes de soldats s'étendent à perte de vue. Les tambours impériaux résonnent. Les bannières jaunes claquent sous la tempête. Des flottes longent la côte depuis le Guangxi, tandis que les troupes terrestres franchissent les montagnes par les cols du nord. Jamais encore une armée aussi puissante n'avait pénétré si loin sur cette terre. L'ordre est clair. Écraser la rébellion, capturer les sœurs Trung et effacer leur nom de l'histoire. Face à cette menace,
Trong Trak et Trong Nhi rassemblent leurs troupes à Mê Linh. Elles savent que les Han sont mieux armés, mieux organisés, mais elles connaissent sur leur terrain chaque rivière, chaque forêt, chaque sentier boueux. Elles envoient des éclaireurs dans les montagnes, dressent des fortifications autour des plaines du fleuve Rouge. Les villages deviennent des bastions, les digues des murailles. Les paysans cachent le riz. Les femmes fondent des pointes de flèches dans des foyers de fortune. Tout un peuple se prépare à résister. La première grande bataille a lieu à Long Bak, au cœur des marais et des brumes. Les Vietnamiens frappent les premiers, profitant du terrain glissant pour tendre des embuscades. Des trompes d'éléphants résonnent dans la plaine et les soldats Han, surpris, sont repoussés. Les flèches de bambou sifflent, les épées heurtent les boucliers, le sol tremble sous les pas des bêtes, mais la discipline des Han finit par reprendre le dessus. Les catapultes impériales écrasent les fortifications et la plaine devient un océan de feu et de boue. La bataille dure plusieurs jours. Les pertes sont terribles des deux côtés. À la fin, les sœurs Trung ordonnent la retraite vers les collines. Elles se replient à Cam Kê, une région de vallées étroites et de forêts épaisses, où les rivières croisent les sentiers montagneux. Là, elles décident de livrer le combat final. Elles fortifient les hauteurs, creusent des tranchées et utilisent la brume pour masquer leurs mouvements. Elles espèrent user l'ennemi par la ruse et le temps. Mais Ma Yuan, stratège patient et méthodique, ne se laisse pas piéger. Il divise son armée en plusieurs colonnes, coupe les voies d'approvisionnement et encercle lentement les forces vietnamiennes. Chaque jour, il gagne du terrain, avançant comme une marée silencieuse. Les pluies du printemps inondent la vallée, les éléphants s'enlisent, les archers perdent leurs arcs trempés d'eau. La fatigue ronge les soldats vietnamiens, les vivres manquent. Les renforts ne viendront plus. Alors, dans la nuit du 5e jour, les tambours des Han retentissent. L'assaut final commence. Les flèches pleuvent comme une tempête. Les catapultes jettent des pierres enflammées. Les remparts de Cam Kê s'effondrent. Le fracas du fer remplit la vallée. Trong Nhi combat à cheval, couverte de poussière et de sang. Trong Trak, sur son éléphant blanc, tente de rallier ses troupes, mais le flot ennemi est trop dense. Les rangs se brisent, les cris se mêlent à la pluie. Lorsque la dernière ligne tombe, les sœurs comprennent que tout est perdu. Plutôt que de se rendre, elles choisissent l'honneur. Elles montent sur les rives du fleuve Hat, leurs vêtements trempés de sang et de pluie. Autour d'elles, le monde semble s'arrêter. Elles se regardent une dernière fois. Aucune parole n'est nécessaire. Dans un même geste, elles lèvent les yeux vers le ciel puis s'élancent dans les flots. L'eau se referme dans un silence lourd. Les soldats Han s'arrêtent. Même Ma Yuan, dit-on, reste immobile un instant avant d'ordonner qu'on érige un autel pour apaiser les esprits. La révolte est écrasée, mais le vent du fleuve Rouge porte encore leur nom, car parfois, les vaincus écrivent à les pages les plus nobles de l'histoire. Lorsque les flots du fleuve Hat se referment, le silence retombe sur les vallées du nord du Vietnam. Le rugissement des éléphants s'éteint. Les tambours se taisent. Le vent seul continue de souffler, emportant les cendres d'un royaume perdu. Le général Ma Yuan entre dans Mê Linh. Il fait abattre les remparts, brûler les hôtels et ordonne que le nom des sœurs Trung soit effacé des archives. Les survivants sont désarmés, les chefs tribaux exécutés, les villages réduits en cendres. L'Empire Han reprend le contrôle et un nouvel ordre administratif s'installe sur la région. Mais ce que Ma Yuan ne peut comprendre, c'est que la victoire militaire n'efface pas la mémoire. Dans chaque maison, dans chaque berceau, on raconte encore le nom de Trong Trak et de Trong Nhi. Les paysans les appellent les mères du pays. Les femmes, lorsqu'elles portent l'eau, chantent encore leurs exploits. Les vieillards, dans les temples reconstruits en secret, récitent leurs noms comme des prières. Avec le temps, la légende dépasse la réalité. On dit que leurs âmes se sont changées en esprits des rivières, qu'elles veillent sur les récoltes et protègent les enfants. Le fleuve Hat devient un lieu sacré. Chaque printemps, des milliers de fidèles viennent y déposer des fleurs en souvenir des reines disparues. Même sous la domination des dynasties suivantes, les Vietnamiens n'oublient pas. À chaque époque, quand la tyrannie revient, leur histoire ressurgit. C'est elle qui rallume la flamme du courage, celle qui dit
un peuple peut être vaincu, mais jamais soumis. Des siècles plus tard, lorsque le Vietnam retrouve son indépendance, les deux sœurs sont honorées comme des héroïnes nationales. Des temples s'élèvent à Hanoï, à Méline, à Hat Mon. Leurs visages ornent les murs. Leurs statues chevauchent encore les éléphants de pierre. Les enfants apprennent leur nom dès les premiers jours d'école. Et dans la mémoire du pays, elles ne sont plus seulement des reines. Elles sont devenues la voix d'un peuple, celle qui dit que la liberté n'est jamais donnée, mais toujours conquise. Aujourd'hui encore, chaque fois que le vent se lève sur le fleuve Rouge, les Vietnamiens aiment croire que c'est le souffle des deux sœurs. Revenus rappeler au monde qu'aucun empire, si grand soit-il, ne peut étouffer le cœur d'un peuple libre.